Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors aujourd'hui, je vous propose de retrouver notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On fera le point sur tout ce qui bouge dans l'actualité des entreprises françaises. On fera un gros focus sur la French Tech, d'abord celle qui va bien, celle qui va un peu moins bien aussi. On s'intéressera à tous ces dossiers de faillite, de contentieux, de reprise qui sont actuellement largement traités dans la presse, mais avec son œil d'expert. Il nous dira ce qu'il faut en retenir. Et puis on terminera avec une petite info insolite comme chaque mois. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, je vous propose un entretien un peu exceptionnel puisqu'on parlera d'inclusion pour le sport avec le footballeur, l'ancien footballeur du PSG international brésilien Rai, qui a reçu un trophée d'honneur pour son engagement aux côtés de sa fondation Gol des Letras. Et puis on terminera toujours dans le sport en compagnie d'une marque qui a défrayé la chronique pendant Roland-Garros. Il s'agit de Wilson. Restez avec nous, c'est Bismart l'émission. Et on commence donc, comme chaque mois, avec notre rendez-vous avec Arnaud Marion. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et tous les mois, vous venez m'aider à y voir un petit peu clair dans toute cette actualité des entreprises françaises notamment. Et là, évidemment, on sort d'une longue séquence sur la tech, les startups, Vivatech, Elon Musk, investissement pour l'IA. On a eu l'impression d'avoir une France championne du monde de la startup. Pourtant, évidemment, c'est qu'une seule face de la French Tech. Il y a aussi celle qui marche un peu moins bien, on va y revenir. Mais si vous voulez, on va commencer par ce qu'il y a de positif. D'abord, Vivatech, un succès, l'édition de tous les records, plus de visiteurs que le CES de Las Vegas, même si le salon en surface est plus petit. Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce qui explique un tel succès déjà? Je crois qu'en fait, on est toujours en train de se plaindre sur nos échecs. Je crois qu'il y a quelque chose qui a vraiment été réussi, c'est tout cet écosystème qui a été créé autour de la French Tech, autour des startups, autour de l'innovation, autour des levées de fonds, avec au cœur de tout ça quand même BPI France qui a été là, mais pas que. Et effectivement, on a en 2019, il y a eu le premier plan Tibi, 6 milliards, c'était colossal déjà, avec 23 investisseurs à l'époque. Oui, ce sont des investisseurs privés. Des investisseurs institutionnels, essentiellement des assureurs en fait, et qui flèchent une partie dans leur asset management vers de la start-up. Et en fait, ça a correspondu à environ, avec les co-invest, à peu près 30 milliards finalement, et 14 au capital de 14 licornes et de 43 du Next 40 et de l'indice 120 de la French Tech. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a un écosystème vraiment qui s'est créé, en tout cas du seed, enfin vraiment de l'amorçage jusqu'à la vie de l'entreprise. Le vrai enjeu maintenant, c'est que dès qu'on est en ce qu'on appelle late stage, là, souvent, c'est les Américains qui viennent, et les étrangers, ou les Chinois ou autres, qui viennent récupérer la mise. Donc, du coup, c'est là où on a un gros effort à faire. Mais Vivatech, avec Maurice Lévy qui reçoit Elon Musk, vraiment star interplanétaire. Cette rencontre aussi entre Elon Musk et Bernard Arnault sur les toits du Cheval Blanc à la Samaritaine et autres, ça montre que la France n'est pas anecdotique dans ce paysage et que finalement c'est en train de développer maintenant un nouveau type d'investissement. Et il y a eu le plan Tibi 2, alors avec 7 milliards, 1 milliard de plus. Mais là, ils veulent aller, c'est assez intéressant, early stage, late stage, coté, non coté. Donc c'est-à-dire en fait tous azimuts. Comment aider, comment faire effet de levier pour cet environnement. Avec des secteurs peut-être plus ciblés que d'autres ? Oui, alors ils ont sorti effectivement 125 lauréats sur des aspects stratégiques en fait de la French Tech à 75%. Ça concerne la transition énergétique, ça concerne la santé, ça concerne l'agriculture, enfin l'agri-food au sens large. Donc effectivement, le focus est là. Mais je crois que c'est positif qu'il y ait des gens du niveau d'Elon Musk qui se déplacent à Vivatech. Ça veut dire que c'est pas anecdotique, et on a appris quand même à cette occasion que sur les 250 personnes qui comptent dans le monde sur l'intelligence artificielle, il y en a cocorico, une centaine en France.
Et ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'ils restent en France. Voilà, c'est ça. C'est 100 et quelques Français, effectivement. Mais où sont-ils et vont-ils rester en France? C'est aussi ça, tout l'enjeu. La levée de fonds de Mistral, quand même, un mois d'existence, Mistral AI, plus de 100 millions de levées de fonds. Je trouve c'est un bel exploit. C'est un peu à l'américaine. On table sur des cerveaux. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, on est à la fois avec ce paradoxe, parce qu'on est français, il y a toujours un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on a 2 fois moins de formation scientifique qu'en Allemagne. En revanche, ceux qu'on forme, on les forme de très haut niveau et ils partent très vite. Je crois qu'il faut donner envie finalement maintenant à tout le monde de rester. Je crois que c'est ça l'enjeu futur de la French Tech. Et ce type d'événement, ce type d'engouement qu'on peut voir autour de ce type d'événement, ça contribue à faire rester cet écosystème en France? Oui, parce que finalement c'est un écosystème vertueux, ça va faire venir des investisseurs de plus en plus gros. On a des grosses sociétés finalement. Alors bien sûr, on n'a pas des capitalisations boursières façon à l'américaine, mais les Américains sont quand même beaucoup plus gros que nous en France. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est pas si mal. Et donc, comment on arrive finalement à un moment, quand une entreprise a besoin de 500 millions, à lever 500 millions avec, il y a cette sensibilité à la souveraineté maintenant. Alors, on va dire au moins au niveau européen. Et c'est peut-être quelque chose de très très nouveau depuis la guerre en Ukraine, bien sûr. On a vu à quel point c'était important, mais depuis aussi les pénuries au moment du Covid sur les microprocesseurs ou autres. Donc c'est bien, c'était le vivatech de la maturité et de la prise de conscience. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'effectivement, il faut avoir conscience de cette souveraineté, mais néanmoins, pour une start-up ou une scale-up qui a besoin de passer à l'étape d'après et d'avoir des financements, elle va aller là où elle les trouve. Ouais. Et c'est là toute la question, c'est-à-dire qu'à un moment, elle n'a pas le choix non plus. Elle les trouve plus facilement là-bas qu'ici, on va dire. Et donc, comment faire pour réussir à développer ? Je crois qu'il y a eu quand même des gros efforts de fait depuis une dizaine d'années. Ouais. Je crois qu'on commence à récolter les fruits. C'est pas un écosystème qui est vain. Alors c'est sûr, il y a beaucoup plus de licornes encore en Angleterre, il y a beaucoup plus de levées de fonds en Angleterre, donc pas loin de nous, en Europe en tout cas, au sens géographique du terme. Mais on est sur la bonne voie. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le peloton de tête. Vous me parliez de la French Tech qui va plutôt bien, on va parler de celle qui va un peu moins bien. On commence à voir, et on en parle ensemble régulièrement, des petits cas de licenciement, de faillite, de choses qui vont... Voilà, la vie normale finalement des entreprises. Et là, on a encore eu un cas cette semaine, puisqu'on a eu l'AssureTech Luco, qui a donc fait l'objet d'une procédure et puis qui a finalement été reprise. Quel est le sujet avec Luco? Est-ce que c'est un problème de modèle? Est-ce que c'est juste une question de timing qui fait qu'en ce moment, c'est plus difficile de lever les fonds que peut-être il y a 6 mois? Oui, c'est toujours ce paradoxe. Alors pour Admiral Gestion qui va reprendre, c'est une accélération fantastique. C'est 450 000 clients d'un coup. Mais Luco, c'était 70 millions de levées, mais c'était quand même pas loin de 50 millions de dettes. C'était pas de la rentabilité. Il fallait encore financer le développement. Je pense que c'est ça, c'est la rapidité d'équilibre du modèle. Et on ne peut pas comparer Luco, qui est effectivement l'AssureTech, qui a pris une part de marché énorme. C'est énorme d'avoir pris 450 000 clients aussi rapidement, avec des faillites retentissantes de Gorillaz, Getir, qui quittent la France, qui sont en redressement judiciaire avec 200 millions de dettes, et qui finalement n'ont transformé aucun essai comme aucun acteur, comme Flink avant, aucun acteur du secteur. Donc, il y a du nettoyage naturel, là je parle de Gorillaz et de Getir, et puis finalement il y a de la maturité, c'est-à-dire que en fait je pense qu'il y a beaucoup de startups qui initient quelque chose, mais qui pour se développer ont besoin de s'adosser. Voilà, donc elles sont reprises, elles s'adossent, ou à l'inverse, vous savez, on voit les banques s'intéresser aux fintech, parce que les fintech vont beaucoup plus vite qu'elles. Je crois que c'est un mouvement normal d'innovation. En fait, moi, je trouve ça très sain. Ça y est, il y a des redressements judiciaires, il y a des sauvegardes. Luco s'était mis en sauvegarde, par exemple. Getir et Gorillaz ont choisi le redressement judiciaire. C'est quelque chose de sain.
en termes de maturité dans la vie d'une entreprise. Ça prouve aussi on n'est plus simplement dans la start-up qui n'est jamais rentable et dont on n'exige jamais la rentabilité. Ça prouve qu'on vient dans un cycle d'affaires normal et ça va se normaliser. Vous savez, le tournant des années 2000, c'était presque il y a 25 ans au niveau de la tech. Ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est le tournant de l'Internet et autres. Donc voilà, maintenant, on exige ça, les investisseurs exigent ça. Et c'est certainement très sain, en tout cas, parce que ça montre que il suffit pas simplement de se développer, de vouloir prendre des parts de marché et de dépenser, recruter ou autre. Il s'agit aujourd'hui de trouver des feuilles de route pertinentes. Et celles qui trouvent des feuilles de route pertinentes, sauf les paris, l'intelligence artificielle, on est dans des paris aujourd'hui. Et on a un besoin, je dirais, de ne pas être absent. L'Europe a quand même loupé, je dirais, la troisième révolution industrielle, qui était celle des technologies de l'information, en fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, la raison revient. Après, la raison revient, mais moi je vois passer beaucoup de dossiers, en tout cas sur le plan de l'investissement. Il y a beaucoup de multiples qui ne baissent pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore une appétence. Je suis étonnée. Et il y a encore beaucoup de concurrence sur du private equity pour prendre des entreprises, qu'elles soient de la tech ou pas, à des multiples qui ne sont pas bas. Ça ne s'est pas du tout effondré. La valorisation des entreprises ne s'est pas effondrée, mais il y a un tri naturel, c'est une sélection naturelle qui est en train de se faire. Bon, à propos de sélection naturelle, on a les défaillances d'entreprises qui sont revenues largement au-dessus du niveau pré-pandémique. C'est les chiffres de la Banque de France cette semaine. On a déjà parlé ensemble du secteur de l'habillement qui est particulièrement touché. D'ailleurs, cette semaine, je crois, on a eu Don't Call Me Jennifer qui, a priori, est en difficulté aussi. Assez étonnant. Ouais. En plus, il y a une contradiction. Ils disent on a choisi de se mettre en redressement judiciaire pour réfléchir et rebondir. Généralement, on choisit la sauvegarde quand c'est le cas, plutôt que le redressement judiciaire. Mais le travail de Don't Call Me Jennifer était quand même assez intéressant. Ouais. D'abord, 1,3 million de communautés Instagram chez les 12-19 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire donc une marque qui est très en prise avec la Gen Z, globalement, qui avait fait... le Sébastien Bismuth, quand il avait repris Jennifer... Il a voulu faire l'inverse, donc il a appelé Don't Call Me Jennifer, ne m'appelez plus Jennifer, en fait. D'ailleurs, cette campagne signée Buzzman avait reçu un trophée très significatif, effectivement, parce que le message était très fort. Ouais, c'est ça. Et malgré ça, chiffre d'affaires en baisse. Problème de pouvoir d'achat, bien évidemment. C'est compliqué d'exister effectivement dans ce secteur. Donc on va voir comment ça va évoluer. Il faut rappeler quand même que les mêmes, ils ont acheté la marque Camaïeu, comment dirais-je, il y a 4 mois. Ah oui, c'est une question qui... Célio, Bismuth, Célio... ça va être un dossier intéressant à suivre parce qu'effectivement, ça pose pas mal de questions. Voilà. On avait parlé aussi ensemble des petits commerces, de la restauration rapide, on ne va pas y revenir, mais vous me dites, attention, il y a un nouveau secteur, c'est le secteur de la santé. Ouais. Et ça, qu'est-ce qui se passe sur ce secteur de la santé ? En fait, c'est un peu la conjonction de beaucoup de choses. Vous avez vu fleurir dans les villes des centres dentaires, des centres d'ophtalmologie, et en fait des centres de santé, ce qu'on aurait appelé avant des dispensaires, sauf que c'est pas public, c'est privé, et vous connaissez, tout le monde connaît la difficulté qu'il y a parfois à trouver des rendez-vous de médecins, de spécialistes ou autres, et encore on a aujourd'hui une appli comme Doctolib qui nous simplifie la vie quand on cherche quelque chose, et tout ça a fleuri au cours des 4-5 dernières années, et en fait ça a créé une déconnexion entre les autorités régionales de santé et ces centres. Je m'explique. L'autorité régionale de santé, elle a bien sûr une tutelle sur un praticien, monsieur ou madame machin, qui est médecin, qui est ophtalmo, qui est médecin généraliste ou autre. Là, finalement, elle est en prise avec une structure commerciale. En fait. Et donc, on s'aperçoit que, d'abord, il y a beaucoup de faillites, beaucoup de centres qui sont en train de fermer, qu'il y a eu beaucoup d'abus sur des soins qui ont été indûment facturés, et qu'il y a eu beaucoup de plaintes de patients qui considèrent qu'ils ont été mal soignés ou pas soignés comme il le fallait, voire même surfacturés. Donc,
il y a beaucoup de contentieux. Il y a beaucoup de centres comme ça, et il y en a un qui a fait un redressement judiciaire retentissant il y a à peu près 3 semaines, c'est le COSEM, qui est, alors pour les Parisiens, on connaît ça assez facilement, parce que c'est dans le 8e à Saint-Augustin, et c'est à la gare Saint-Lazare, et là aussi, il y a eu beaucoup de centres qui ont fleuri, mais c'est une association. Il y a un contentieux entre le CSE et le dirigeant, et puis finalement, il y a eu beaucoup d'argent de dépenser. Alors d'aucuns disent qu'il y a eu des fuites ou autres, ça on verra, la justice traitera ça, mais ça se retrouve quand même en redressement judiciaire. Donc effectivement, c'est un secteur qui est touché, c'était assez disruptif. Finalement, peut-on faire du lucratif sur de la santé? C'est toujours le débat, on en revient au débat d'Orpea. Et bien sûr, parce que Orpea, en plus, si ma mémoire est bonne, ça fait 1 an qu'il y a eu la première conciliation, on en avait parlé ensemble. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier? Parce que j'ai l'impression qu'on en entend quand même beaucoup moins parler là. C'est assez complexe. Bon, eux, ils sont dans leur sauvegarde financière accélérée. Je rappelle que pour 100% du capital aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec 0,4% du capital après dilution. Et c'est-à-dire après transformation des créances des créanciers des fonds en capital, et bien évidemment de l'entrée de la Caisse des dépôts et consignations à plus de 50%. Donc je dirais que la partie financière du sauvetage est bouclée. Quand même, pour 4 milliards de chiffre d'affaires, 4 milliards 7 de chiffre d'affaires, il y a eu 4 milliards de pertes quand même, avec des dépréciations énormes sur les actifs immobiliers. Il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de contentieux, à la fois des actionnaires d'une certaine catégorie de créanciers qui ne sont pas du tout d'accord, qui se battent aujourd'hui à la cour d'appel. Et logiquement, ils devraient pouvoir boucler leur plan d'ici le mois entre le mois de juillet et est-ce que ça va déborder sur le mois d'août, on verra. Donc ils sont dans cette logique aujourd'hui. Mais il y a un fond contentieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à pacifier. Ils n'ont pas réussi à aligner. Bon, vous savez, il y a tout le temps des contestations. Quand on se fait diluer, c'est jamais drôle. Oui. Mais au bout d'un moment, il y a une résignation. Là, il n'y a pas de résignation. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont extrêmement remontés en fait de cette fait tromper, considèrent qu'ils se sont fait tromper à l'issue de la première conciliation. Il y avait le sujet d'avant, le livre, les abus, là aussi, étaient en cause, bien sûr, un sous-effectif par rapport à des facturations, voire des surfacturations. Donc il y a le contentieux d'avant, qui sera essentiellement pénal. Et puis il y a le contentieux de cette restructuration. Un dernier dossier, toujours dans cette histoire de restructuration, faillite, contentieux, c'est un dossier dont on ne compte plus les rebondissements. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un article par jour dans la presse sur le sujet de Casino et à la fin, moi-même, je m'y perds. Cette semaine, je crois qu'on a eu encore des ventes d'actifs, un accord avec l'État sur un report de charges. On a toujours en fond de dossier une bataille entre Daniel Kretinsky et Niel Pigaz-Zawahiri après l'exit, c'est vrai, inattendu d'Invivo qui était là, qui n'est plus là. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier, Arnaud? Expliquez-moi. Je crois que personne ne sait, mais les négociations sont en cours. Alors ça fait partie de ces dossiers un peu boomerang, c'est-à-dire que on sait que depuis le début que cette société a toujours été surendettée, mais on sait qu'elle avait beaucoup d'actifs. Donc effectivement, ils ont mis en vente les derniers actifs brésiliens de Assaí, en tout cas. Il y a 6 milliards de dettes à traiter. Et alors, vous savez, dans ce cas-là, il y a des hiérarchies. Votre dette est-elle sécurisée ou pas? Si elle n'est pas sécurisée, ça ne vaut pas grand-chose. Si elle est sécurisée, ça vaut plus. Et puis ensuite, il y a le new money, comme on dit, c'est-à-dire l'argent frais qui est apporté. Alors, c'est un peu nébuleux. Ils sont en conciliation, ils discutent avec tout le monde. Il y a énormément de parties prenantes, bien évidemment. On a à la fois le trio qui s'appelle les 3F maintenant, c'est plus Teract, mais c'est Niel Pigaz-Zawahiri, qui disent... on a l'intention de, mais c'est une lettre d'intention, si j'ose dire. On va mettre 1 milliard et on va trouver ça, on va lever des fonds. Sachant qu'on sait que le plus riche de tous, en termes de liquidité, Xavier Niel, n'a pas tout à fait l'intention de tout financer. Et c'est un euphémisme. Et visiblement, en plus, c'est pas du tout son secteur de jeu. C'est pas son secteur. Et puis on s'éloigne à la limite de Teract. On nous dit qu'en relief, il y aurait quand même un accord industriel avec Teract, mais tout ça est assez flou finalement,
par rapport à la volonté d'Invivo de prise de contrôle qui, il y a encore un mois et demi, sur les plateaux de télé, disait non, mais nous, on est là pour prendre le contrôle. Donc, il y a eu un volte-face. Pas oublier que Invivo, c'est une coopérative. Moi, je m'interroge sur ce volte-face quand même. Je me dis, ça donne quand même l'impression, mais peut-être que je me trompe, que Casino a voulu courir un peu tous les lièvres à la fois et qu'au final, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens sont un peu lassés, quoi. Oui, mais c'est la stratégie de Jean-Charles Naouri, c'était pas de discuter avec une personne et de se faire manger, mais c'était de créer une concurrence. Alors là, pour le coup, il y a une concurrence. Alors elle est assez déséquilibrée parce que finalement, du côté ex-Teract ou Teract plus les 3 actionnaires, les 3 F, ils apportaient une solution industrielle qu'on avait commentée ici. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé assez intéressante, mais pas de liquidité. Ils ne résolvaient pas le problème de la dette, et ça, on l'avait dit quand on en avait parlé ensemble, en disant oui, mais il faut d'abord résoudre le problème de la dette. Et Daniel Kretinsky, lui, qui apportait beaucoup de liquidité et disait il faut d'abord régler le problème de la dette, ce en quoi il a raison. Daniel Kretinsky plus Marc Ladret de la Charrière. Cette semaine, passé assez inaperçu, mais Marc Ladret de la Charrière, il y a eu une annonce de fait qu'en fait, il est créancier aussi de Casino et il a un accord pour récupérer des titres et donc il a 12% du capital. C'est-à-dire tout d'un coup, il passe de 2 à 12, Daniel Kretinsky ayant 10%. C'est ça. Voilà. Ça commence à peser un peu quand même. Ça commence à peser, ça fait pas loin du quart du capital, en dessous des 30%. Mais en plus, ils remettent, donc on nous dit à peu près 1 milliard à eux deux d'argent frais. Ça compte beaucoup dans la conciliation. N'oublions pas qu'on est aujourd'hui, avec la nouvelle directive européenne, je dirais qu'il y a tout ce qui est mandat ad hoc conciliation, on est dans le temps des entrepreneurs. Dès lors même qu'on passe en sauvegarde, redressement judiciaire, on est dans le temps des créanciers. Aujourd'hui, on est encore dans le temps des entrepreneurs parce que les créanciers, plus il y a des gens qui mettent de l'argent, qui prennent des engagements, qui créent de la valeur sur l'entreprise, plus ils sont protégés. Et là encore, il y a cette dichotomie créancier privé, créancier garanti ou non garanti. Donc, on est dans ce temps-là aujourd'hui. Visiblement, on comprend que Jean-Charles Naouri préfère cette solution parce qu'il n'y a pas de... il n'y a ni animosité, c'est toujours assez friendly quand Daniel Kretinsky arrive quelque part, en fait. Il n'arrive pas pour faire la révolution, il n'arrive pas comme un activiste qui veut tout chambouler, qui veut régler des comptes avec le passé. C'est pas du tout sa façon de faire. Voilà, il sait être sleeping quand il le faut. On le voit en tout cas sur Fnac Darty. Tout à fait. Ce qui restera sleeping longtemps. S'il y a Casino, on verra. Ce sera un autre enjeu. Faut pas oublier que Casino est actionnaire de Cdiscount quand même. Donc, tout à fait. Voilà, ça mettra une autre actualité. Mais pour Jean-Charles Naouri, c'est une aubaine d'avoir plusieurs qui s'y intéressent. Ce que je note, c'est que le trio Niel Pigaz-Ouari, il faisait beaucoup de com', notamment quand il y avait Invivo. Ils ont essayé de continuer à en faire, mais ça reste de la com et il n'y a pas de concret pour l'instant sur le plan financier. La bonne nouvelle, c'est qu'une entreprise surendettée comme ça, malgré une baisse des parts de marché, continue à intéresser beaucoup de monde. On va terminer ensemble avec l'insolite que vous avez déniché très aimablement pour moi ce mois-ci. C'est Omega qui a acheté aux enchères pour 3,2 millions d'euros une fausse montre de la même marque. Comment c'est possible un truc pareil ? C'est possible parce qu'il y a eu des complicités entre 3 employés d'Omega et le directeur du musée Omega qui a dit qu'il faut absolument acheter cette montre, c'est un garde-temps exceptionnel de 1957, etc. Et en fait, il s'avère cette montre, on l'appelle une montre Frankenstein, c'est-à-dire c'est une vraie fausse montre en fait. Elle est faite avec des vrais éléments de montre Omega, mais venant de différentes montres et elle a été un peu reconstituée, elle était complètement bâtarde. La supercherie a été bien évidemment vue et démantelée. Il y a des plaintes pénales dans tous les sens. Mais bon, 3 millions d'euros quand même pour acheter un joyau qui n'en est pas un. On va retenir la montre Frankenstein. Finalement, elle va peut-être avoir une valeur en tant que telle, oui. De celle d'avoir berné une marque aussi prestigieuse. Mais bon, ils se sont fait malheureusement
il y avait beaucoup d'indélicatesse par rapport à ça. Merci beaucoup pour vos éclairages, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, et merci d'avoir été avec moi tout au long de cette saison. Dans un instant, un entretien exceptionnel que j'ai enregistré en milieu de semaine avec le footballeur Rai qui venait de recevoir un trophée d'honneur pour son action autour de l'inclusion dans le sport. Et aujourd'hui, on parle d'inclusion par le sport avec les trophées de l'inclusion par le sport qui ont été décernés la semaine dernière par l'équipe et l'Agence pour l'éducation par le sport. J'ai la chance de recevoir sur ce plateau deux lauréats, Rai, ancien footballeur évidemment, cofondateur de Gold Elettra, et Carmen Castellucci, qui est coach de rugby club de Drancy, la section féminine. Vous êtes également joueuse internationale de rugby. Bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord, je vais commencer par vous, Carmen. Vous êtes lauréate dans la catégorie jeune. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est impressionnant de voir une joueuse internationale qui, dès son plus jeune âge presque, prend déjà un engagement envers la génération qui suit. Qu'est-ce qui a motivé ça chez vous ? Moi, j'ai 20 ans. Du coup, vous avez 20 ans ? Ouais. Et franchement, pour moi, je pense que les développements sociaux liés à l'esport, ça a été toujours ma passion et quelque chose qui m'a poussée vers l'avant toujours. Et je pense que, surtout dans le rugby féminin, il y a beaucoup à développer. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir le plus de monde possible engagé. Mais nous, en tant que joueuses, on a une grande parole à porter pour motiver les filles et pour essayer de les faire avancer pour qu'elles aient des meilleures conditions de nous, surtout. Rai, vous avez reçu le trophée d'honneur pour vos actions aux côtés de Gold Elettra. Alors, c'est une fondation que vous avez créée, je crois, en 98 avec Leonardo, autre international brésilien qui a évolué lui aussi au PSG. Quelle était l'origine de ce projet ? J'entends beaucoup dans ce que dit Carmen, finalement, qu'il y a une espèce de rôle modèle aussi des joueurs ou des sportifs, quels qu'ils soient. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous inscrivez aujourd'hui ? Moi, je suis déjà un peu plus âgé que Carmen. Un tout petit peu. J'ai continué à démarrer le projet, j'avais 35 ans, 34, 45 ans. J'étais jeune, elle est beaucoup plus jeune. Mais c'est vrai que je vais juste déjà avant de répondre, de féliciter Carmen, parce que c'est ça. Je crois que ça nous rend plus optimistes pour l'avenir, pour le futur, pour la vie, pour la planète. Quand on voit des jeunes comme elle, c'est... Quand on va, moi je donne un exemple chez les hommes, le foot, le Vinicius Junior, c'est quelqu'un qui est très engagé, qui a déjà un projet au Brésil, qui a 22, 23 ans aussi. Ça, c'est vrai que ça, les jeunes qui commencent déjà, c'est plus sensible déjà depuis tout jeune, et ça devient aussi des exemples pour les nouvelles générations qui arrivent, et ça nous donne des espoirs pour les plus âgés. On a démarré le projet, c'était en 98, 19, et c'est un projet parce qu'au Brésil c'est la différence d'opportunités dans la vie. C'est un pays très injuste, c'est un pays riche, mais la pauvreté, c'est un peu partout, c'est la majorité de la population. Et pour moi, ça a été toujours une question, parce que moi, j'ai côtoyé des joueurs qui avaient des origines très humbles, pauvres, et que je trouvais que c'était des gens qui avaient beaucoup de potentiel, d'intelligence, mais qui n'avaient pas eu d'opportunités. Donc, avant de finir la carrière, je voulais monter des centres dans des quartiers difficiles pour donner des opportunités aux gens, surtout dans le sport. Dans le sport attire, il y a ce pouvoir de mobilisation, de communication, de mobilisation envers des nouvelles générations. Pour moi, c'était pas que le foot. On a eu cette expérience au rugby au Brésil, mais il y a basket, volley, tout ça. Mais c'est surtout le sport pour l'éducation, au départ, pour les plus petits. L'éducation, les valeurs, et petit à petit, le sport aussi pour l'insertion sociale. Et on utilise le sport pour les attirer, et après, on fait la formation vers l'emploi à côté, s'ils veulent venir dans le sport, rester dans le sport, c'est des éducateurs sportifs, des joueurs, mais même s'ils ne s'intéressent pas pour devenir un pro dans le sport, on fait d'autres formations. Donc aujourd'hui, c'est 5 000 enfants et jeunes. On a commencé avec 100 enfants et jeunes. Aujourd'hui, c'est 5 000. Et pendant les plus de 20 ans, là, il y a plus de 30 000 enfants et jeunes qui sont passés, plusieurs familles, nos quartiers. Donc c'est un travail des quartiers qui utilise le sport. On dit pour l'insertion sociale, mais aussi pour le développement social du quartier.
Qu'est-ce que ça apporte le sport dans la vie d'un jeune? Vous évoquez les valeurs, mais dans la construction, c'est quoi? C'est le collectif, le fait d'être avec les autres, et c'est ça qui favorise finalement l'insertion sociale? Écoute, il y a ces côtés qu'on appelle au Brésil un peu la socialisation. Et quand on est ensemble, on commence à échanger. Donc on se met ensemble pour plus s'amuser, pour faire du sport et ça. Et quand on est ensemble, comment c'est notre quartier, on peut améliorer ça, Donc on essaie aussi de stimuler l'esprit critique. C'est pas le sport pour le sport, pour le divertissement, mais c'est le sport aussi pour. Donc dès qu'ils sont ensemble, c'est ces côtés des socialisations. Et après aussi, quand on dit les valeurs sur la discipline, le fait des stratégies pour arriver à un but commun. Donc il y a plein de choses dans le sport qu'on peut utiliser pour aider dans le développement humain de chaque enfant et aussi collectif. Donc et on travaille beaucoup avec les écoles publiques aussi, dans les écoles, dans les quartiers difficiles, c'est vraiment l'école publique qui a un bas niveau. Donc aussi on utilise le sport pour que les enfants restent à l'école, et aussi pour qu'on voit souvent le sport, il est vu comme quelque chose, une matière à côté. Il y a l'histoire, il y a le sport. Mais le sport, ça peut être aussi un support pour l'autre, complémentaire avec les autres matières. Donc il faut aussi que c'est un peu systématisé, c'est un peu prendre des préjugés par rapport au sport. Donc si tu fais le sport, c'est pour ça, soit tu penses, soit tu fais du sport. Et non, il y a tellement de choses dans le sport. Quand on parle des Jeux Olympiques, on parle des géopolitiques, on parle de géographie, on parle de l'histoire, on parle d'économie du sport. Donc il faut aussi qu'on optimise tout le pouvoir. C'est le pouvoir des mobilisations, mais aussi ce pouvoir d'avoir ces côtés transversaux avec les autres matières pour donner support à le développement complet, plus large d'êtres humains. Carmen, vous vous adressez plutôt à des jeunes filles. Quelles sont les actions que vous menez à leur côté et comment ça se passe au quotidien? Pour nous, c'était très important d'aller directement dans leur collège et lycée. Et notre action, cette année, on n'a pas eu l'opportunité de faire tout ce qu'on voulait. Ce sera pour l'année prochaine. Ouais. Mais en gros, on a été là-bas avec moi, des autres copines internationales de l'équipe de France, aux Pays-Bas ou en Espagne, qui jouent aussi à Bobigny avec moi. Et on a été dans leur classe, c'était hors sportif, c'était vraiment raconter un peu l'histoire du rugby féminin et les bases depuis le début. Franchement, les premiers matchs de rugby féminin, ça a été 140 ans après les premiers matchs de rugby masculin. Du coup, des petites choses comme ça, que dans très peu de temps, on a développé jusqu'à aujourd'hui, qui est la finale de la Coupe du Monde. Il y avait 45 000 spectateurs en Nouvelle-Zélande l'année dernière. Et des choses comme ça, tu leur racontes à les filles et franchement, elles voient que c'est quelque chose de grand. Et du coup, à côté, on a raconté nos parcours. Parce que nous, on est joueuses internationales, on voyage beaucoup, mais aussi les rugby, il n'est pas professionnel. Du coup, en leur disant qu'on a des études à côté, qu'on a des travails à côté, qu'on a une vie comme elles peuvent avoir et que ce n'est pas quelque chose de loin, vraiment inaccessible. Voilà. Et après aussi, je pense que la chose qui a beaucoup touché, c'est à Bobigny avoir une équipe en élite 1 avec des internationales qui viennent dans les 93 et qui viennent des mêmes collèges où elles viennent et raconter, elles ont été dans leur lycée, qui ont commencé le rugby à la UNSS à 14 ans et qui maintenant elles sont joueuses à l'équipe de France, olympique. Et je pense que ça, quand tu leur racontes vraiment ton histoire et que ça se rassemble à celle d'elle, je pense que c'est quelque chose qui touche plus que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui dit vous pouvez aller loin. Et du coup, je pense que c'était un peu c'était la plus importante partie de ces projets-là. C'était leur donner un envie plus que rester à la maison, parce que franchement, les filles dans les 93, dans ces départements, aussi dans les QPV, des Drancy, leur maison, culturellement, c'est pas forcément évident faire un sport de combat. Et comme le rugby, avec les stéréotypes d'agressivité, c'est pas un sport pour les filles.
tu vas devenir un mec, quelque chose comme ça. Et franchement, après, elle leur raconte que c'est pas du tout comme ça, qu'on s'amuse, qu'on retrouve une famille dans le club et que le club nous aide aussi à réussir et à nous développer en tant que femmes aussi, et pas que le sport. Et je pense que leur donner moyen différent. Or, leur donner un endroit où s'est développé, je pense que c'était très important. Et du coup, je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi et que ces projets a été très bien, a eu de très bons résultats. Je pense que pour la première année, pour un club comme Drancy, faire quelque chose qui est pour les filles, c'était compliqué au début, mais ils ont vu que les filles ont envie et qu'elles sont là et qu'elles veulent faire du sport. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a... Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir encore, mais oui. Quand on parle des filles, juste un déclic, qu'elles commencent à faire du sport, ça c'est déjà une révolution dans certains quartiers ou cultures. Et c'est énorme, c'est énorme. J'ai pensé au foot féminin il y a quelques années, mais aussi il y a plein de choses encore devant elle, mais ça commence à avoir des résultats parce qu'il y a des gens qui sont servis comme référence. Carmen, elle parle des excellents résultats qu'elle a eus sur une toute petite période. Finalement, vous savez, 25 ans que la Fondation existe. Je crois que le taux de personnes qui ont réussi à s'insérer dans la société après être passées par Gold Elettra, c'est 70%. Ouais, qu'est-ce qui explique un tel taux de réussite ? On dit toujours qu'on essaie de passer un peu. Quand je dis moi j'ai beaucoup appris aussi avec les pédagogues, les éducateurs. Moi c'est pas l'éducateur, ça n'a pas sorti toute ma tête. Moi j'avais envie, mais après c'est des pros qui ont. Et j'ai beaucoup appris dans ce domaine de l'éducation. C'est devenu même quelqu'un de très admiratif de ces métiers. Mais c'est aussi de donner le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre. Parfois, déjà dans des quartiers comme ça, comme Carmen a dit, elles croient qu'ils ne sont pas capables de faire du sport, qu'ils n'ont pas le droit de faire du sport. Et dans des quartiers comme ça, à l'école, on a des échecs, on dit on n'est pas capable, on ne va jamais réussir. Et après, pour des activités, aussi on fait à côté du sport, il y a le théâtre, des choses qui a du plaisir aussi, mais tu es en train d'apprendre des choses en même temps. Donc c'est de montrer ces plaisirs et enseigner ce plaisir d'apprendre, qu'on peut avoir de plaisir aussi à apprendre et de grandir. Je crois que c'est déjà quelque chose qui change la vie. Et une fois qu'on a ça, il y en a des outils, il y en a des bons éducateurs, des bons coachs aussi. De là, ça commence à être une formation qui était prête à développer n'importe quel métier. Et dans des quartiers comme ça, 70% des réussites, c'est énorme. Quand on parle de ça, c'est déjà non seulement des boulots, c'est des boulots aussi, mais c'est des gens aussi qui, après, ils ont réussi, c'est presque 25 ans. Donc, il y a des générations qui sont déjà passées. Ouais. 50% des collaborateurs des Gold Elettra aujourd'hui sont des jeunes qui ont passé dans nos centres, qui ont fait des études et qui sont revenus pour travailler. Ça montre aussi ces résultats. Mais c'est des gens aussi qui ont, à côté, leur famille structurée, qui ont pu gagner plus que leurs parents. Donc, il y a un impact économique aussi. Donc, il y a plein de résultats. Il y a aussi un résultat, moi, j'ai toujours adore raconter une histoire, des résultats qu'on n'arrive pas à mesurer. Une fois, on a organisé une course. On a participé d'une course des 50 mètres. Il y avait plusieurs associations, des écoles. Et il y a une fille qui avait 14 ans à peine, 13 ans. Elle fait la course à 50 mètres. Elle arrive en deuxième place. Et elle commence à pleurer. Elle embrasse l'entraîneur. Il commence à pleurer. Et elle était en deuxième. Il y avait tous les 2-3 bus qui sont de chez nous, qui sont venus pour participer, mais aussi pour la supporter. Et donc, le coach, il demande, mais pourquoi tu pleures ? Tu pleures parce que tu es déçu, que tu es arrivé en deuxième, tu n'as pas gagné, ou parce que tu es contente parce que tu es en deuxième. Et au bout des 5 minutes qu'elle a pu se récupérer, elle a dit, donc jamais dans ma vie, il y a eu autant de monde qui me supportait. Donc, comment tu peux mesurer l'impact de ça dans sa vie pour toujours ? Ça, c'est le sport, des valeurs du sport. Quand on entend cette histoire et les réussites que vous racontez, finalement, on se dit, mais pourquoi vous essaimez pas à l'international pour faire plein de Gold Elettra partout dans le monde ? Vous y avez pensé, j'imagine ? Ah oui, Jean-Philippe, qui m'attire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une expérience d'essaimage au Guinée-Bissau, en Afrique.
on a beaucoup essaimé au Brésil. Donc, il y en a 2 centres propres. Il y en a 15 autres régions qui les partenaires qui nous demandaient est-ce que je peux faire un centre dans le nord, dans le nord-est, dans d'autres régions. On n'a pas des moyens, mais on a monté au moins une structure qui va sur place, qui détecte une association locale, et on fait la formation, et on passe le savoir, on fait l'essaimage de notre méthodologie, on forme les profs là, pour faire la même chose qu'on fait à São Paulo Rio, donc au Brésil, 15. Il y en a une qui est le gouvernement brésilien qui nous a invités, on était reconnus pour l'UNESCO, tout ça, et qui est une opération, une coopération avec le Guinée-Bissau qui parle portugais aussi. C'est vrai. Donc on l'a fait, ça a très bien marché. On était là-bas il y a au mois de mai. Et donc ça commence. Je crois que cette expérience, qu'on a au Brésil, on peut essayer avec mes contacts en Europe, surtout en France, pourquoi pas. On fait beaucoup de projets d'échange, des jeunes, des éducateurs. Donc il y a toujours des jeunes Français qui viennent, qui on les accueille, des jeunes Brésiliens qui viennent passer 3 semaines ici. C'est une expérience incroyable, qui change leur vie aussi. Et donc, on échange surtout avec l'association Sport dans la ville. C'est une association importante ici. Et maintenant, on commence à... Oui, mais puisque je suis plus souvent ici, pendant les Jeux Olympiques, j'ai fait plus souvent ici, peut-être qu'on va, en plus d'échanger des expériences, aussi d'avoir un projet sur place. Pourquoi pas, c'est une ambition pour le futur. Et sur les Jeux Olympiques, vous avez des projets ici en France ? On a un projet surtout avec la ville de Saint-Ouen. En plus, le projet qu'on fait tous les ans d'échange, on va faire un projet e-sport culture du Brésil à Saint-Ouen, parce que Saint-Ouen, c'est pas loin de chez vous. Saint-Ouen, il y a le village olympique, qui va être pas loin. Ouais. Et ils vont aussi accueillir les délégations brésiliennes. Beaucoup du sport, et aussi la confédération brésilienne va être installée là-bas. Et nous, on va faire pendant 3 mois, donc Go de Letra, plus une autre association culturelle qui s'appelle Jangada. On va faire des démonstrations de culture brésilienne et aussi des échanges avec la culture brésilienne pendant 4 mois avant les Jeux Olympiques, avant et pendant les Jeux Olympiques. Donc on va avoir un espace, on essaye d'avoir un espace pour avoir du spectacle, aussi des forums, du sport pour l'insertion sociale, plusieurs activités, d'amener nos expériences, aussi échanger avec d'autres expériences de France et ailleurs. Et aussi, on espère, pendant 1 an, d'ici aux Jeux Olympiques, avec les écoles du Saint-Ouen, construire un carnaval franco-brésilien qui va être présenté juste avant les Jeux Olympiques. Carmen, justement, il y a des grandes échéances sportives. Il y a effectivement les Jeux Olympiques. Je crois que le rugby à 7, si je ne dis pas de bêtises, est au JO. Il y a évidemment la Coupe du monde de rugby en France à partir du mois d'octobre ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, là, c'est masculin. Mais est-ce que vous pensez que ce rayonnement du sport, là, ces grands temps forts, ça va venir servir un peu la cause que vous défendez ? Je pense que, surtout en France, maintenant, grâce à la Coupe du Monde aussi, il y a plein de formations que la fédération met en place. Et du coup, il y a beaucoup des actions. Moi, je connais celles qui sont un peu dans l'Île-de-France. On a beaucoup des actions dans les quartiers avec des écoles primaires et des collèges qui sont dans les cadres de la Coupe du Monde. Il y a des formations qui s'appellent Campus 2023 qui forment des autres emplois. Mais grâce à pour propulser cette Coupe du Monde, du coup, je pense que j'ai ressenti cet impact, surtout à Paris. Ray, quelles sont vos ambitions pour Gold et Letra à terme ? Maintenant, c'est continuer ce projet d'essaimage, pourquoi pas à l'international, mais pour l'instant, au Brésil, il y a beaucoup de choses Oui, c'est un grand pays par rapport à... C'est un grand pays. Et aussi, une chose qui s'est déjà passée, c'est que certains projets, à nous, on a eu beaucoup de bons résultats entre sport, éducation et formation, et qui deviennent des politiques publiques. Moi, aujourd'hui, je fais un master à Sciences Po, des politiques publiques. C'est un peu ça pour m'aider à comment on peut utiliser cette expérience d'une association, d'un quartier, pour une ville, aider une ville aussi à mettre en place une action et comme passer à l'échelle sur tout un territoire local. Exactement. Il y en a une déjà
un projet de formation d'éducateurs sportifs qui, nous, dans l'association, on appelait des formations des moniteurs sportifs. Ce n'était pas officiel, il n'y avait pas de diplôme officiel, mais on faisait une formation pour qu'ils soient animateurs du quartier, on peut dire. Et le gouvernement de São Paulo a tellement apprécié ces projets qu'ils ont pris cette méthodologie, ont adapté pour une politique publique. Hein. Et aujourd'hui, il y a une école, il y a plusieurs écoles qui font la formation d'éducation sportive dans la même méthodologie que nous. Et donc, c'est l'État qui fait, c'est pas nous, mais ils ont s'inspiré dans notre méthodologie. Donc, c'est quelque chose c'est aussi qui a une ambition aussi, on inspire aussi d'autres sportistes. Donc, il y a plusieurs sportistes qui s'inspirent à Godeletra, mais aussi d'inspirer des villes qui ont besoin. Au Brésil, il y a beaucoup de villes pauvres qui peuvent utiliser. Ça, il y a aussi le coût-bénéfice du sport. Il est beaucoup plus important dans le sens pour organiser il faut un bon éducateur, des matières, un espace, mais quand on compare à d'autres activités qui en ont besoin de matériel, plein de choses, c'est beaucoup moins coûteux, surtout quand on voit l'impact qu'il peut avoir. Donc ça, je crois que les villes peuvent voir ça de cette façon, surtout le Brésil, où l'éducation aussi a encore beaucoup de choses à faire, utiliser encore plus de sport pour rattraper ce retard. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Et on continue maintenant à parler de sport puisque je reçois Bertrand Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial monde de Wilson, équipementier sportif, alors notamment dans le tennis, mais pas que, j'ai découvert ça. Moi, j'étais persuadée que vous ne faisiez que du tennis. Ah non, les sports de raquettes représentent environ un tiers de notre activité. On est une marque américaine, centenaire, basée aux États-Unis, et on est très présent donc, dans les sports dits américains, que sont par exemple le football américain ou le baseball, voilà, qui représentent... Oui, c'est un peu plus loin de ma culture, en effet, voilà. C'est pour ça. Mais il y a aussi le golf, on va dire qu'il y a 4 grandes divisions. Il y a 4 grandes divisions et donc notamment le tennis. Vous êtes fournisseur des internationaux de France Roland Garros depuis 2020. Quels sont les contours de ce partenariat? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça implique d'être fournisseur officiel? Alors, il y a 2 grands pans, on va dire. On est d'abord le fournisseur officiel de la balle, du tournoi, pour tous les joueurs et les joueuses. Et on est aussi le cordeur officiel pour tous les joueurs et les joueuses participant au tournoi. C'est-à-dire que quelle que soit la marque de la raquette du joueur, c'est vous qui faites le cordage? Exactement. Okay. Voilà. On a battu le record du monde cette année lors de l'édition 2023 du tournoi de Roland-Garros. On a accordé environ 6700 raquettes sur la quinzaine, qui n'est d'ailleurs plus la quinzaine, hein, on continue de l'appeler comme ça, mais maintenant le tournoi se déroule sur 3 semaines, puisqu'il y a cette pré-semaine, on va dire, des qualifications qui génèrent aussi beaucoup d'activités. Alors vous parliez des balles, il y a eu toute une polémique là autour des balles, puisque évidemment vous avez, mais on va revenir sur la polémique après, mais d'abord sur ces balles, vous avez travaillé sur une balle haute performance, et en fait en lisant ça, je me suis dit, mais en fait une balle aujourd'hui c'est devenu un peu un outil technologique, c'est ça ? Alors tout à fait, on a tendance à concevoir une balle de tennis comme un produit on va dire de commodité, alors que ça reste un produit hautement technologique. Bon, c'est 2 choses principalement, un cœur en caoutchouc, mais les composants peuvent varier d'une balle à l'autre. Et puis il y a ce qu'on voit de la balle, à savoir la feutrine, hein, c'est-à-dire son aspect jaune extérieur. Voilà. Et en ce qui concerne la balle de Roland-Garros, Wilson a travaillé en collaboration avec la Fédération française de tennis, donc il y a de ça plus de 4 ans désormais, sur une balle spécifique dont les propriétés sont uniques pour cette balle, en l'occurrence dans le traitement contre l'humidité pour faire en sorte qu'elle garde sa fameuse couleur jaune pour qu'elle soit visible, le plus visible possible à la télévision et pour les spectateurs dans le stade, mais aussi pour que elle se charge moins en poussière et en terre battue et que l'humidité ne s'agrippe pas à la balle. Mais je n'avais pas du tout pensé à la question de la visibilité. En fait, il n'y a pas que la performance technique, il y a aussi la performance pour que nous, téléspectateurs, on puisse suivre, quoi, c'est ça? Absolument. Alors les téléspectateurs, mais aussi les joueurs et les joueuses. Voilà. Bien sûr. Vous dites que vous avez commencé à travailler dessus il y a 4 ans. Ça nécessite combien de temps de R&D, cette affaire? Alors oui, on est dans la 4e année de notre partenariat avec la Fédération française de tennis sur le tournoi de Roland-Garros. Et donc, bien sûr, il y a eu un appel d'offres qui a précédé, avec des discussions qui ont eu lieu à partir de 2018. Et donc, toute une étape de développement et de recherche chez Wilson
qui a précédé la première édition où on a travaillé pour Roland-Garros, qui a été l'édition du Covid, malheureusement, en 2020. Alors justement, donc là, il y a eu toute une polémique sur ces balles avec un succès pas vraiment au rendez-vous auprès des joueurs. Benoît Paire, notamment, a eu des propos assez virulents à l'encontre de ces balles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on s'est interrogé sur ce feedback. Nous accueillons toujours les retours produits, que ce soit des joueurs, des joueuses, mais aussi des consommateurs, avec beaucoup de bienveillance. L'explication se trouve en grande partie dans les conditions météorologiques. On n'en parle jamais assez. La balle est strictement la même que celle des éditions précédentes, depuis 2020, donc comme je l'ai expliqué. Mais le tournoi s'est joué dans des conditions particulières cette année. Il n'a pas plu. Il n'a pas plu, mais on a eu un printemps très humide jusqu'au début des internationaux de France, avec des terrains qui étaient donc très chargés en humidité, une terre battue assez lourde, et une température particulièrement fraîche en matinée et en soirée. C'est vraiment la combinaison de ces deux facteurs qui a fait qu'au tout début du tournoi, le ressenti des joueurs, de certains joueurs, puisqu'il n'y en a quand même pas eu beaucoup, un tableau de finale de Grand Chelem, c'est 128 joueurs, et pareil chez les joueuses. Bon, donc il y a eu 2-3 qui n'ont pas apprécié la balle, mais sur le restant du tournoi, il n'y a plus d'incidents particuliers. Les conditions sont devenues plus sèches. Et on a retrouvé, on va dire, voilà, une jouabilité au niveau de la balle grâce à ces conditions météorologiques. On n'insiste jamais assez sur l'impact qu'a la météo, non seulement sur, bien sûr, l'événement en particulier, mais aussi sur le ressenti des joueurs en ce qui concerne la balle. Voilà. La terre battue, c'est une matière vivante, c'est de l'argile, donc qui capte l'humidité. Les joueurs et les joueuses de tennis qui nous écoutent le savent, une terre battue humide est une terre battue plus lente, et une température plus basse a tendance à faire que le noyau en caoutchouc de la balle devienne également un petit peu plus dur. Voilà, quand il fait froid, tout se rétracte un petit peu, et donc la sensation à la frappe de la raquette peut rendre la balle un petit peu plus ferme. Voilà, c'est encore une fois la combinaison de ces deux choses qui a, je pense, nous pensons chez Wilson, généré ces quelques remarques. On a entendu des joueurs dire, voilà, peut-être que pendant la crise du Covid, les fabricants de balles, que ce soit vous ou les autres équipementiers, ont un peu changé de fournisseur de caoutchouc pour tirer un peu les prix vers le bas. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ou qu'au contraire, vous me démentez ? Non, en aucune manière. La balle est strictement la même en ce qui concerne Roland-Garros depuis donc la première édition du partenariat avec Wilson en 2020. Nous sommes également partenaires depuis 1978 de l'US Open, qui est donc le grand chelem américain de tennis. Et la balle est strictement la même également depuis 1978. La recette est inchangée. Sur les conditions météo, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas, j'imagine, empêcher que ce phénomène que vous avez très bien décrit ne se reproduise si l'année prochaine, par exemple, les conditions étaient les mêmes ? Tout à fait. Et c'est là la difficulté, mais aussi l'intérêt du tennis, qui est un sport d'extérieur. Les joueurs et les joueuses professionnelles en ont l'habitude. Carlos Alcaraz a donné une interview et je trouve qu'il a eu des mots très justes en disant « Écoutez, la balle, si c'est ma préférée ou pas, peu importe, je m'adapte ». Alors, il faut bien comprendre que c'est là, je pense, toute la difficulté quand on est joueur ou joueuse professionnelle de tennis, c'est que d'une semaine à l'autre, on joue avec des balles différentes. Et je peux comprendre que parfois ça puisse générer une certaine frustration. Il faut constamment s'adapter. Alors, ils ont une botte secrète pour pouvoir s'adapter. Ils ont appris avec le temps à modifier certaines choses dans leur jeu, dans leur approche. Ils peuvent notamment modifier la tension de leur cordage. Ils peuvent modifier l'équilibre de leur raquette. On peut aller jusque-là. Voilà. Roger Federer, qui est un ancien ambassadeur de la marque Wilson, le faisait régulièrement d'un tournoi à l'autre en fonction de l'équipementier, de la balle et des conditions. Selon qu'on joue en intérieur, par exemple, en salle ou en extérieur, il peut y avoir aussi ce genre d'effet. Et donc, ils modifient leur équipement en conséquence. Au-delà de cette polémique, quel bilan est-ce que vous tirez de ce Roland-Garros 2023 ? Alors, c'était une grande et belle édition. La Fédération française de tennis a publié un certain nombre de chiffres. On a rebattu des records d'affluence, mais surtout, on a eu une quinzaine superbe avec, vous l'avez dit, un temps merveilleux.
Nous, chez Wilson, nous sommes très heureux aussi. On a activé très très bien le tournoi sur place. On a battu aussi des records des ventes, mais cela va bien au-delà tout ce qu'on peut faire autour d'un événement comme Roland-Garros, du seul événement. C'est un événement et une marque, même Roland-Garros connue dans le monde entier. On l'active toute l'année, avec notamment une collection de produits co-brandés que nous vendons dans notre distribution, que les consommateurs peuvent acheter tout au long de l'année. Mais c'est vrai que c'est vraiment pendant la quinzaine qu'on parle beaucoup du tournoi. Il y a tout un nombre d'événements, d'activations, d'initiatives qui sont réalisées sur site, dans le stade, mais aussi en dehors, avec nos partenaires, avec nos ambassadeurs. Et ça a été un très bon cru. Et en termes de retombées médiatiques, j'imagine que c'est considérable. Oui, alors c'est important en termes de visibilité. On est bien sûr visible. Le public dans le stade nous voit beaucoup. Nos produits sont présents partout. La marque, le logo est présent. C'est d'ailleurs valorisé, bien sûr. On est présent en bord de cours, sur les bandes et les panneaux publicitaires. Et puis encore, comme je l'ai dit, voilà, tous les produits. Wilson ne recherche pas la notoriété. On est la marque numéro 1 des sports de raquettes dans le monde. On est distribué partout. Mais c'est important d'associer notre marque à ces grands événements que sont en particulier les tournois du Grand Chelem en tennis. C'est vraiment la crème de la crème. Et c'était important pour nous de nous associer à Roland-Garros, puisqu'historiquement étant la marque fournisseur des balles pour les terrains en dur, ceux sur lesquels on joue à New York, anciennement également l'Open d'Australie. Voilà. On a ajouté une autre corde à notre arc avec désormais donc, la terre battue en étant la marque identifiée comme la marque spécialiste des balles pour terre battue. J'ai une toute dernière question, un chiffre. J'ai lu qu'il y avait 65 000 balles utilisées pendant le tournoi. Environ, oui. Environ. Ça fluctue en fonction des années, oui. Il faut savoir qu'il y a les tableaux principaux, oui, hommes et femmes, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a les entraînements, il y a aussi les tableaux des anciens, qu'on appelle les seniors, le fameux tournoi des légendes. Bien sûr. Il y a les tournois en chaise roulante également désormais. Il y a les tournois juniors. Voilà. Donc c'est beaucoup de balles. La règle étant qu'on change de balle tous les 9 ou 7 jeux aujourd'hui pour conserver une jouabilité et une sensation pour ces joueurs de haut niveau. C'est très important. Merci beaucoup Bertrand Blond. Je rappelle que vous êtes directeur commercial monde de Wilson. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, même lieu, même heure. Et puis lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Bon week-end.